Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Un message, celui adressé au président sénégalais, entre autres par le président de la République, président en exercice de l'OMVS, message qui a été remis par l'envoyé spécial du président et au commissaire de l'OMVS. Un lancement, celui officiel des fouilles archéologiques au niveau du site historique d'Ajouli à Ladrar. C'était ce matin sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Une célébration, celle de la Journée internationale des volontariats, a été célébrée aujourd'hui par le Programme national des volontariats, marqué donc par une cérémonie de don de sang. Et en même temps d'ailleurs que la journée internationale du sport féminin. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 25 janvier 2025. La diplomatie pour commencer avec ces messages adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux dirigeants de l'OMVS. Le dernier de ces messages a été celui adressé au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Le message lui a été remis hier par le haut-commissaire de l'OMVS, envoyé spécial du président de la République. C'était au cours d'une audience qu'il lui a accordée à Dakar et c'était aujourd'hui, il faut dire que ce message est similaire de ceux que le président en exercice de l'OMVS a envoyé également aux dirigeants du Mali et de la Guinée et Conakry et que ces messages s'inscrivent donc dans les priorités du président en exercice de l'OMVS pour l'organisation, à savoir renforcer la concertation et la coopération afin de promouvoir le développement des États membres et de coordonner leurs efforts donc, pour faire face aux défis du développement et des changements climatiques. Voilà donc pour la diplomatie consacrée à ce message adressé par le président de la République, président en exercice de l'OMVS, aux dirigeants de l'OMVS. Nous avons vu en image le message qui a été remis au président sénégalais, c'était hier. Venons-en maintenant à la politique intérieure. La politique intérieure avec donc des activités ministérielles, 3 en tout, et toutes 3 sont aujourd'hui. La première de ces activités concerne le ministre de la Formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, le ministre qui supervise, vous le savez, depuis 3 jours, les activités du Forum sur l'artisanat. Alors aujourd'hui, c'était la 3e journée consécutive. Alors qu'est-ce qui a marqué cette journée et où se déroulent les travaux? Éléments de réponse avec Abdoulaye Demeba. C'est au niveau de l'Académie diplomatique que ces travaux ont eu lieu dans le cadre du Forum de l'artisanat. Au cours de cette 3e journée, des exposés ont été présentés sur la réalité de l'artisanat ainsi qu'à l'aide d'un dialogue avec des experts du secteur pouvant ainsi faciliter la formulation d'une vision commune pour le projet de développement et de promotion de l'artisanat.
Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, Mohamed Melani Ouli, a indiqué que le secteur de l'artisanat occupe une place prépondérante dans les politiques menées par le gouvernement. Il a en outre mis en avant le rôle et l'importance de l'artisanat aussi bien du point de vue social qu'économique. Il a par ailleurs déclaré que les différentes activités qui sont menées au cours de ce forum vont dans le sens de l'évolution du secteur. Plusieurs exposés ont été présentés abordant ainsi les contraintes et atouts ainsi que les voies et moyens permettant l'essor de l'artisanat. Des acteurs et experts se sont exprimés abordant ainsi la question de la production et commercialisation des œuvres d'art. Les participants au cours de cette troisième journée étaient scindés en 3 groupes de travail. Voilà donc pour les activités du Forum sur l'artisanat durant sa troisième et dernière journée. Aujourd'hui, des activités supervisées par le ministre de la Formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Pendant ce temps, son collègue de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement était en Adrar, l'occasion pour lui de donner le coup d'envoi officiel, si vous voulez. C'est plutôt ça, c'est les images de la commission des affaires étrangères, des relations extérieures de l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui une réunion en présence du ministre de l'économie et des finances, et ça c'était pour discuter d'un projet de loi autorisant la ratification de la création d'une banque de développement et de l'habitat au niveau de l'Afrique, un projet donc qui était présenté et défendu devant la Commission au cours de sa réunion d'aujourd'hui par le ministre de l'économie et des finances, et ça c'est la deuxième activité ministérielle de ce jour-là. La troisième, c'est celle du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le ministre qui était en Adrar, l'occasion pour lui donc de lancer officiellement les fouilles archéologiques au niveau du site historique d'Azogui. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Farah Shibani, compte rendu revu en français par El-Haj Abdallah Din. Azogui, un site archéologique considéré comme la première capitale du pays des Almoravides, un pays qui a gouverné un espace géographique étendu durant des siècles successifs. Ce site historique fait actuellement l'objet d'une opération des fouilles archéologiques menée par des spécialistes venus de 6 pays. Supervisant le lancement de ce projet de recherche archéologique, le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. El-Hussein Maddou, a indiqué que cette opération de recherche archéologique a pour but de valoriser le patrimoine culturel national sur le plan mondial, signalant que ce projet archéologique vient après une rupture qui a duré 50 ans. Le ministre a ajouté que le dit projet regroupe plusieurs partenaires scientifiques et techniques, dont l'Institut mauritanien pour les recherches en sciences du patrimoine, l'Institut français de la recherche scientifique, l'Université de Nouakchott. Des divers partenaires qui vont œuvrer conjointement à assurer la continuité de ces fouilles archéologiques, précise le ministre. Les partenaires qui sont intervenus lors du lancement du projet ont montré successivement l'importance et la pertinence de ces fouilles archéologiques qui visent à promouvoir et à développer les savoirs traditionnels et historiques. Un projet qui vise également à former des équipes locales sur les techniques de recherche archéologique. Par la suite, le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, en compagnie de sa délégation, a effectué une tournée dans ce site historique qui remonte au XIe siècle. Sur place, le ministère a reçu des explications présentées par des archéologues sur les mécanismes et les techniques de fouilles suivies dans ce site historique classifié par l'UNESCO sur la liste des sites historiques. Voilà, ça y est, c'est donc parti pour les fouilles archéologiques au niveau du site historique d'Azogui en Adrar, et c'était le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement qui en a lancé, donc qui a procédé au lancement officiel. Voilà pour ces 3 activités ministérielles, donc celle du ministre de la Culture que nous venons de voir, précédée de celle du ministre de l'Économie et des Finances qui était aujourd'hui devant la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale. Tout cela a été précédé par les activités du ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers qui supervise, vous le savez,
les activités du Forum sur l'artisanat, entré aujourd'hui dans sa 3e et dernière journée consécutive. 2 célébrations dans ce journal de 2 journées internationales. La première de ces journées, c'est celle des volontariats, célébrée aujourd'hui donc par le programme national du volontariat en collaboration avec la commune d'Elmina, et c'était une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques, compte rendu d'Alifal. Cette activité vise à consolider et à diffuser la culture du don de sang parmi les jeunes et à approfondir le sens de la solidarité sociale avec nos enfants qui luttent courageusement contre le cancer. Naji Ould Khatri, secrétaire général du ministère de l'autonomisation des jeunes, des sports et de la fonction publique, a souligné que la campagne de don de sang, lancée aujourd'hui à partir de la commune d'Elmina dans le cadre de la Journée internationale des volontaires, vise à mobiliser 200 donneurs de sang au profit des enfants qui luttent contre le cancer. Il a souligné que la culture du don de sang et la sensibilisation à l'environnement relèvent de la responsabilité de tous les jeunes, du personnel, des intellectuels, des médias et des influenceurs sociaux, chacun dans sa position respective. Évoquant le deuxième aspect de cette journée, il a déclaré que 100 arbres fruitiers de différents types et variétés seront plantés à l'école du 13 Relais Elmina, dans le but de créer des écoles vertes et respectueuses de l'environnement, pleines d'arbres fruitiers ornementaux, afin d'offrir aux élèves une atmosphère psychologique et saine qui leur permet d'acquérir des sciences et des connaissances et de leur faire sentir l'importance de la préservation de l'environnement et de l'esthétique de l'institution éducative, a-t-il dit. Pour sa part, M. Moussa Ould Abdallahi, maire d'Elmina, a souligné que le volet volontariat occupe une place importante dans le projet de modernisation de la ville de Nouakchott, soulignant que les citoyens ont pris conscience de l'importance de leur implication dans tous les projets importants. Le don de sang est l'un des actes volontaires les plus importants, a-t-il déclaré. Saluons le rôle du ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques dans le soutien apporté aux communes. Les premiers responsables ont donné l'exemple en procédant au don de sang, pour ensuite planter des arbres. Le coup d'envoi du match amical entre les clubs juniors d'Elmina a été également donné par le secrétaire général. Voilà donc pour cette journée internationale des volontariats célébrée aujourd'hui. Autre journée également internationale célébrée, cette fois c'était hier, et une célébration également présidée par le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. On doit voir les images, voilà. Eh bien, ça, c'était hier soir au stade olympique, célébration de la journée internationale du sport féminin. Les thèmes sous lesquels a été célébrée cette journée, c'est les sports et la clé de votre santé et de votre bien-être. La journée internationale du sport féminin vise à encourager les femmes à pratiquer un sport en lançant plusieurs activités sportives qui coïncident avec la célébration donc de cette journée. Plusieurs démonstrations ont été faites dans différentes disciplines à l'occasion donc de cette célébration qui s'est déroulée au stade olympique de Nouakchott. Des journées internationales donc célébrées dans ce journal, célébrées aujourd'hui en Mauritanie, la journée internationale du sport féminin dont nous venons de voir les images, et la journée internationale des volontariats, célébration toutes les deux présidées par le secrétaire général du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et des services civiques. D'autres journées également aujourd'hui, mais cette fois des journées de réflexion. Et ce sont celles qui sont organisées par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Alors, précision sur l'ouverture de ces journées de réflexion, sur quoi réfléchir avec Yedalifal. Ces journées de réflexion sur le plan stratégique de la Commission pour la période 2025-2027 durent 2 jours.
Les participants à ces journées de réflexion se pencheront sur le cadre juridique, les processus électoraux, le renforcement des capacités administratives, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la gestion inclusive. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de la CENI, Daoud Abdeljelil, a déclaré que les résultats de cet atelier constitueront un document de référence et une vision clairement définie pour le travail de la commission électorale au cours des 3 prochaines années. Il a rappelé l'importance de la planification stratégique, son lien étroit avec les systèmes de normes et pratiques électorales et son rôle pour tirer les leçons et les enseignements et améliorer constamment les performances. Pour sa part, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Faoul Ibrahim Jiddou, a expliqué que le travail de la commission ne s'arrête pas à la période électorale, considérant la période post-électorale comme l'une des périodes les plus importantes au cours de laquelle les lacunes sont examinées pour renforcer les efforts dans les périodes à venir. Il a souligné que la période post-électorale donne à tous les partenaires et acteurs politiques l'occasion d'étudier et de discuter sans la pression des élections, soulignant que le PNUD est prêt à soutenir les efforts de la Commission électorale nationale indépendante dans la mobilisation des ressources nécessaires pour le succès de ces mesures de sensibilisation. Pour sa part, le représentant de l'IFES, Nicolas Kakzorutski, s'est félicité de la finalisation de ce plan stratégique. Cet atelier, de mon point de vue, est une étape très importante. Elle est une étape très importante pour notre coopération, mais surtout pour la CENI. Finalement, un plan stratégique, cet atelier qui lance justement la finalisation du plan stratégique. Finalement, un plan stratégique, c'est quoi? C'est une vision de ce que la CENI est, mais aussi une vision de ce qu'elle aspire à être. Et aussi, finalement, comment parvenir à cette aspiration. Plusieurs membres du directoire de la CENI étaient présents à la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture de ces journées de réflexion organisée par la CENI en collaboration avec le PNUD et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, des journées qui ont commencé aujourd'hui et qui doivent s'achever demain. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 2 ateliers, une livraison, une extension, une sensibilisation et une page sportive. Le premier de ces ateliers que je viens d'annoncer nous amène à Alleg. Il s'agit d'un atelier organisé donc dans la capitale du Brakna dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui. Alors, un atelier de formation sur quoi? Qui bénéficie de cette formation? C'est ce que ressort du reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdoudou Sidina, dont le compte rendu est revu en français par Al-Hajj Abdallah-Din. Cet atelier de formation de 2 jours est destiné aux membres du comité régional de justice des mineurs au niveau de la wilaya de Barakna. Il fait suite à une série de formations initiées par le département de la justice dans certaines wilayas de l'intérieur en étroite collaboration avec l'UNICEF. Lors de l'ouverture de cet atelier, le directeur de la protection judiciaire au ministère de la Justice, M. Mohamed El-Qarawi, a déclaré que cette formation a pour but de renforcer les capacités du personnel du comité régional de justice des mineurs qui est composé des représentants des départements gouvernementaux. Un comité qui vise à protéger les enfants, qu'ils soient auteurs ou victimes, étant donné qu'ils représentent une frange sociale fragile, explique le directeur de la protection judiciaire au ministère de la Justice. Quant au président du comité régional de justice des mineurs, au niveau de la wilaya d'Ibrakna, M. Mohamed Mustafa a précisé que cette formation permettra aux participants de connaître les affaires pénales des mineurs et de savoir les textes juridiques portant la protection judiciaire de l'enfant et ses décrets d'application. Pour sa part, la représentante de l'UNICEF a montré l'importance de ce genre de formation liée aux droits des enfants, à la justice des mineurs et à l'arsenal juridique consacré à la protection des enfants. Durant les premiers jours de cette formation, de nombreux exposés thématiques ont été présentés sur le cadre juridique des comités régionaux, les axes majeurs de l'arsenal juridique national, ainsi que sur les conventions internationales relatives aux droits des enfants. Et ça, c'est l'objet donc de cet atelier qui a commencé aujourd'hui à Alleg, la capitale du Brakna, qui doit durer 2 jours. Il porte une formation qui porte sur donc les conventions relatives à la protection
des enfants. Le deuxième atelier, lui, se déroule à Kaïdi, la capitale du Gorgol, et il porte sur la gestion de l'eau et l'entretien. Il a commencé lui aussi ce matin. Alors, qui bénéficie de cet atelier de formation? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Hachem Touhami, compte rendu, travaillé en français par Yeda Alifan. La gestion de l'eau dans toutes ses composantes est au centre de cette rencontre. Des jeunes représentants de 50 coopératives vont en bénéficier. Le conseiller d'Iwali, chargé des affaires politiques et sociales, a déclaré que c'est une occasion pour rappeler l'importance de la souveraineté alimentaire dans le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Il a déclaré que nous devons tous redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif. De son côté, le président de la section du projet de développement universel au Gorgol a souligné que la gestion de l'eau et l'entretien des réseaux d'irrigation est un élément important dans le domaine agricole et que tous les intervenants dans ce domaine doivent être impliqués. Selon lui, l'objectif reste le même, à savoir l'autosuffisance alimentaire. Le maire adjoint de Kaïdi a loué cette initiative du projet PRODEFI, qui soutient le programme du président de la République dans le domaine de la souveraineté agricole. Voilà une formation donc au profit de représentants d'une cinquantaine de coopératives agricoles au niveau de la wilaya d'Igorgol, une formation qui a commencé aujourd'hui donc à Kaïdi. Nous quittons le Gorgol pour la Saba pour parler de cette nouvelle livraison des livres de manuels scolaires. Une livraison donc qui a été réceptionnée hier par le conseiller du Wali chargé des développements et des affaires économiques et du développement local. Monsieur Fall Mamadou donne des précisions justement sur cette livraison. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'IPN de la Saba pour procéder à la réception de 44 000 livres 210 venus en complément de 55 620 livres qui ont été envoyés à la première vague au moment de l'ouverture pour les niveaux première année, deuxième et troisième année. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, au niveau de la Saba, nous sommes à 100% couverts en ce qui concerne un besoin de livres pour les établissements. Par ailleurs, nous demandons aux élus et aux hommes de bonne volonté de procéder vraiment à l'achat de ces livres pour permettre aux familles nécessiteuses de se doter de ces livres-là pour leurs enfants. Voilà, c'était donc le conseiller dit Wali de la Saba, chargé des affaires économiques et du développement local à propos justement de ces nouvelles livraisons de manuels scolaires par l'IPN, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement. Je vous ai parlé tout à l'heure en entamant la deuxième partie de ce journal d'une sensibilisation. Bien, c'est une sensibilisation, il s'agit d'une campagne menée au niveau du Hod El Gharbi, une sensibilisation pour la protection du couvert végétal contre les incendies de brousse. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte rendu revu en français par Abdoul Ademba. Le couvert végétal est très important pour le cheptel de la wilaya du Hod El Gharbi. Dans ce cadre, une campagne de sensibilisation est menée pour lutter contre les feux de brousse. Des réunions de sensibilisation se tiennent pour expliquer l'importance de la lutte contre les feux de brousse et préserver le couvert végétal. Le délégué régional de l'environnement et du développement durable a affirmé que cette campagne a débuté le 20 octobre dernier. Ils ont pu
couvrir toute la wilaya dans ce cadre afin que les habitants des différentes Moukhata soient imprégnés de ce phénomène. Le chef du service de la coordination et du suivi à la délégation régionale de l'environnement a précisé qu'il n'existe pas une contrée ne disposant pas de cheptel. Ces têtes ont besoin de bétail, d'où la nécessité pour les habitants de prendre les mesures et précautions nécessaires pour la protection du couvert végétal. Les acteurs de la société civile et habitants qui ont bénéficié de cette campagne ont salué cette opération. Ils ont déclaré qu'il faut faire attention aux feux de brousse. Ils ont par ailleurs souligné que tout un chacun est responsable, aussi bien ceux qui sont impliqués dans la campagne que ceux qui ne le sont pas. Campagne de sensibilisation pour la protection du couvert végétal au Oud El Gharbi. Qui tourne maintenant le Oud El Gharbi pour Dakhlet Nouadhibou, qui vit dans l'attente de l'extension du port artisanal, un projet très avancé. Où en est-on? Monsieur Dosso Sinali, chef de mission de la mission de contrôle et de suivi. Le projet, c'est la construction de la halle à marée, plus 510 magasins avec des voiries, la viabilisation de l'espace dans lequel nous sommes. Les travaux avancent bien pour la composante halle à marée dans laquelle nous sommes. Nous sommes au stade de gros œuvres en élévation, vous voyez les poteaux. Bientôt, on va commencer la partie plancher. Voilà, donc en plus, il y a l'autre composante magasin qui comporte 510 magasins, comme j'ai dit, avec le réseau électrification, le réseau drainage, traitement des eaux usées aux vannes. Et il y a la partie bitume qui se trouve dans la partie zone nord, la partie occupée actuellement. Voilà, donc tout ce travaux-là, on l'a commencé officiellement en avril 2023. 2 mois après, les travaux ont effectivement commencé. Et pour un planning de 2 années, on compte finir en avril 2026. Voilà donc pour ce projet d'extension du port artisanal de Nouadhibou. Vous l'avez entendu, les travaux se poursuivent dans de bonnes conditions. La page sportive à présent, une page sportive consacrée au Tour cycliste Sahel. Ce tour qui continue de sillonner le nord du pays, il entame aujourd'hui sa 4e étape. Où se trouve le tour ce soir? C'est ce que nous dit notre envoyé spécial qui accompagne les cyclistes donc au cours de ce tour Sahel, Abdoul Hamid Salem, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Les cyclistes ont quitté la commune de Yagref dans le cadre de l'avant-dernière étape du rallye international du Sahel sur une distance de 100 km. Les cyclistes ont rallié la ville d'Agjuj avec la participation de cyclistes locaux. Ces derniers se sont exprimés, ils ont tour à tour précisé que tout s'est très bien passé sous l'Intil, mais le seul problème auquel ils faisaient face sous l'Intil est le vent. À l'arrivée au niveau de la ville d'Agjuj, ce sont les cyclistes de l'équipe du Maroc qui ont remporté cette étape. Au cours de ces cérémonies officielles, le vainqueur s'est vu doter le maillot vert qui a été remporté par le cycliste marocain Hussein Sabah. Son compatriote Enes Abdi, arrivé en 2e position, a reçu la médaille d'argent. Quant au cycliste hollandais, arrivé en 3e position, s'est vu décerner la médaille de bronze. Le Wali de la wilaya de Linchiri a souhaité la bienvenue aux participants au nom du président de la République dans le cadre de cette étape de cette discipline sportive importante. Il a en outre salué la sécurité qui règne en Mauritanie, en témoigne, dit-il, l'organisation de pareils événements réunissant des citoyens de divers horizons. Le président du comité national olympique et sportif mauritanien a indiqué que la course s'est très bien passée. Il a salué l'appui des services de sécurité. Tout s'est bien passé, particulièrement au vu des véhicules qui se déplaçaient le long de la route. Une soirée artistique a été organisée à Attar en l'honneur des participants de la 5e édition du Tour international du Sahel. Voilà le Tour cycliste international du Sahel qui sillonne actuellement le nord du pays. Il est ce soir à Agjuj, la capitale de l'Inchiri. C'est sur ce tour que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception.
Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel sénégalais à Dakar à l'occasion de la remise d'un message du président de la République, président en exercice de l'OMVS, au président sénégalais, message remis par le haut-commissaire de l'OMVS. Ici, nous sommes à Azougui, en Adrar, avec le lancement officiel des fouilles archéologiques dans ce site historique. C'était ce matin sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Ici, nous sommes dans la commune d'Elmina à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des volontariats, en collaboration avec le PNUD, en collaboration plutôt avec la commune d'Elmina et le programme national de volontariat. Une journée marquée également par des dons de sang et du sport. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie de Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Mais avant de vous quitter, je vous signale que vous pourrez suivre juste après ce journal le programme Monterrey et Actualité oblige. De quoi il va parler? Bien sûr, il va parler du bilan et des perspectives présentées par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, c'était hier, bilan de l'année 2024 et les perspectives pour l'année 2025. Les invités, bien entendu, des conseillers du Premier ministre et des représentants des partis politiques, tout cela dans le cadre du programme Monterrey après ce journal. Alors, à vendredi prochain à la même heure, 21h30, bonsoir.